d'abord, je m'appelle Valère, un des 3 conservateurs de cet écomusée de la culture et tradition Diola. Alors, c'est un écomusée placé dans une forêt qui n'est pas sacrée mais protégée pour la mémoire de nos ancêtres parce qu'en fait, le village de Boko Diola se trouvait ici. Il s'est déplacé il y a 50 ans de cela. Pourquoi? Parce que la cohabitation avec ce fromager était devenue difficile. Des branches se cassaient parfois et tombaient sur les cases. Alors nous avons choisi ce lieu pour placer le musée pour expliquer la tradition Diola. C'est bien sûr, nous sommes dans un milieu Diola de la basse Casamance qu'on appelle le Diola Kassa. Et nous travaillons comme tout Diola. Nos travaux sont divisés selon les 2 saisons que nous avons ici, la saison des pluies et la saison sèche. Alors pendant la saison des pluies, l'activité dominante c'est cultiver. Et chez nous, nous cultivons plus de riz. C'est avec le Kadiandou que nous cultivons ce riz. Si vous allez au nord du Sénégal, ça n'existe pas, c'est des chariots ou bien des hilaires. Mais en Casamance, en basse Casamance, chez les Diola Kassa, c'est le Kadiandou. Et même aussi dans la haute Casamance, c'est le Kadiandou. Il est composé d'une lame en métal, d'une pelle en bois et du levier. Et c'est comme ça que nous le cultivons. Là, comme ça. C'est comme ça qu'on le tient. Et chez nous, ici en basse Casamance, nous avons 2 semences. Les semi-directs qu'on appelle les cultures sous palmier en brousse. Et c'est le premier riz à être cultivé dès les premières pluies. Et l'autre, c'est les semi-indirects. Indirect, pourquoi? Parce qu'il faut d'abord une pépinière à la maison et puis après l'arracher pour aller repiquer dans les rizières. C'est cette semence qui est en train de se récolter, ça va aller jusqu'au même au mois de janvier. Voilà. Alors, le Kadiandou, je dis, c'est pour les hommes, parce que les femmes, c'est elles qui sont chargées de planter et repiquer. Quand on aura fini de faire tout ce travail, on attend jusqu'à la récolte. C'est quand la saison de pluie tire un peu à sa fin, vers la fin du mois de septembre. Chez nous, les Diola de la basse Casamance, nous avons l'habitude d'organiser une fête, ce qu'on appelle la fête de la moisson. Et pendant ces fêtes, c'est des luttes intervillages qui seront organisées. Et le Diola ne lutte pas par catégorie de poids comme cela se fait dans l'arène à Dakar, mais nous plutôt c'est par catégorie de génération. Je veux dire, ton adversaire doit toujours être de ta génération. Alors pour savoir qui est de telle autre génération dans le ring, chaque génération a sa couleur de pagne. Alors dès le bas âge, à l'âge de 5 ans, ça commence à lutter. Alors ceux qui ont de 5 à 10, c'est le bleu. 10-17 le vert, 17-25 le jaune, 25-29 le rouge. Et une fois qu'on atteint la trentaine, c'est le noir. Parce qu'après 30 ans, c'est fini, on ne va plus lutter. Alors avant de lutter, nous dansons pour chauffer nos corps. Et dans cette danse, il y a ce qu'on appelle chez les Wolof le bakou. Alors c'est une épreuve de démonstration pour montrer sa force et impressionner ses adversaires. Alors pendant ces danses, chez nous, les jeunes attachent ceci à la jambe, c'est des pots de conserve de lait. Alors il y a longtemps, c'était avec des coquillages. Alors on attache comme ça. Je vais vous faire une petite démonstration. À l'intérieur, il y a des tessons de bouteilles bien enfermés. Il faut bien attacher parce que c'est des séances qui peuvent durer 30 à 1 heure de temps. Une fois qu'on a fini, alors c'est comme ça. C'est comme ça que les jeunes vont remuer le pied au rythme du tam-tam. Une petite démonstration. En chantant bien sûr. Alors, imaginez s'il y avait 30 jeunes en train de danser, l'ambiance que ça fait. Peut-être à la fin de la visite, je vais vous montrer quelques images que j'ai prises dans mon téléphone portable. Alors, à la fin du mois de septembre, c'est fini la lutte, parce qu'il se trouvera que le riz qu'on attendait à mûrir, il faut le récolter. Alors, le riz, quand il est récolté, il est ramené le soir en bottes, des grosses bottes. Et ces bottes, elles vont faciliter le transport en premier temps. Vous voyez à quel niveau il est coupé le riz. Là, on laisse la tige. Alors, on rassemble beaucoup de gerbes. On attache là, de grosses bottes. Alors, ces bottes-là facilitent le transport en premier temps qui se fait dans des paniers.
Et en deuxième temps, le stockage du riz dans les greniers. Chaque maison Diola a un grenier. Un grenier qu'il ne faut jamais vider. Parce que vider son grenier est signe de pauvreté et de paresse. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose en réserve. Alors, ce qui veut dire que les maisons que vous avez vues là, chaque maison a son grenier. Alors, le transport sur la tête, c'est bien sûr la spécialité des femmes. Elles mettent un morceau de tissu sur la tête pour équilibrer et amortir le poids. Amortir parce que les gros paniers peuvent aller jusqu'à 10 à 15 kilos. Voilà, là. Elles peuvent marcher sans même tenir leur panier avec les mains. Alors moi, c'est là que je dis bravo aux femmes Diola, parce qu'elles font parfois des kilos sur la tête, un enfant au dos et marcher sur des kilomètres. Il faut dire que c'est des femmes très, très, très braves. Qui veut essayer? Nos deux visiteuses, qui veut essayer? Voilà. C'est pas facile si on n'a pas l'habitude. Non, de l'autre côté. Voilà. Merci. Alors, c'est à vous de tenir le panier et chercher l'équilibre selon la forme de votre tête. Vous allez essayer de marcher sans tenir ce panier avec les mains. Voilà. Mais les femmes Diola, ils ne marchent pas comme ça. Hein. Alors, si on marche à cette vitesse-là, ouais, il vous faut toute une journée avant d'arriver à la maison. Mais quand même, bravo. Hein. On va vous garder ici, vous allez être la femme d'un Diola. Elle le fait bien. Voilà. Voilà. Alors, ici, nous avons, c'est pas un chapeau, mais c'est plutôt le parapluie de la femme pour se protéger du soleil et de la pluie et surtout pour protéger son bébé une fois qu'il est attaché au dos, comme ça. Elle attache une ficelle pour l'empêcher de tomber. Et là, elle se courbe et travaille tranquillement. Elle est elle-même à moitié protégée et son enfant entièrement protégé à l'intérieur. Voilà. Ici, là, nous avons des nasses, c'est pour la pêche, dans les bolons ou bien dans les barrages à côté des rizières. Alors, il y a une technique, parce que le poisson est très rapide dans l'eau. Alors, il va falloir réduire cette vitesse et réduire aussi sa visibilité. C'est en quoi faisant? En troublant l'eau avec la boue. Alors, quand d'ailleurs, dans l'eau, quand elle est boueuse, ces poissons n'arrivent pas à respirer, donc ils remontent les têtes pour chercher de l'oxygène. C'est là qu'on les voit pour pouvoir les ramasser. Une première vague avec ceci, comme ça. Vous voyez, quand on ramasse, l'eau tombe et le poisson reste et on n'a que le cueillir tranquillement. Et la deuxième vague derrière, comme ça, là, et quand elle pose son poignet, sa nasse, elle la tient comme ça, parce que s'il y a des poissons, en essayant de se sauver, ils vont toucher les rebords, il y aura des vibrations, elle va le sentir à la main et elle saura qu'il y a un poisson ou des poissons. Alors là, elle pénètre sa main pour les chercher. Et ici, nous avons des morceaux de fer. Alors, si vous avez été à l'île de Gorée, vous verrez des fers un peu de ce genre. C'est des fers utilisés il y a longtemps pour maîtriser les esclaves à la cheville. Pourquoi nous les avons encore? Parce que c'est des morceaux utilisés pendant les marches funéraires chez nous ici. Et pendant ces marches funéraires, on fait résonner le fer comme ça. Et cela, on nous dit, ça a commencé depuis très longtemps. Je dirais même peut-être depuis l'époque de l'esclavage, parce que quand on embarquait quelqu'un, il était considéré comme mort disparu parce qu'il ne revenait pas, il n'y a pas possibilité de revenir. Alors il était considéré comme mort et tout de suite on organisait son deuil. Et pendant ce deuil de ces gens qui sont déportés pour l'esclavage, on fait résonner les fers comme ça et ça continue jusqu'à présent. Alors, si vous voulez une démonstration, ces gens-là étaient capturés comme ça à la cheville. Et là, on fait entrer le fer comme ça. C'est pour qu'ils puissent s'échapper. Alors ils étaient en file indienne. Et voilà comment ils arrivaient à se déplacer à petits pas. Voilà. Alors, quand on regarde un peu l'histoire de l'esclavage, on voit bien que les villages qui sont proches du littoral sont les plus touchés parce que les Blancs qui venaient chercher ces esclaves, ils venaient en bateau. C'est pour cela chez nous ici à l'île de Caravane, cette île jouait le rôle que l'île de Gorée. C'est là où on mettait les esclaves avant de les amener à l'île de Gorée. L'île de Gorée, c'était le dernier point de départ, d'où la porte sans retour. Alors, toujours en parlant de l'esclavage, ces fusils font partie des premiers, les premiers fusils à venir ici. Alors, ils font partie des objets échangés contre des esclaves. À l'école, on nous dit que les esclaves étaient échangés contre de la pacotille et d'autres objets. C'est des fusils à poudre, les plombs. On tire là,
Normalement, ça devait tenir, le mécanisme est parti. Et quand on appuie là, c'est là que ça percute et ça fait le boom. Il est lourd. Voilà. On les appelle parfois même des fusils de négrier. Alors là, nous avons la guitare d'Idiola. Vous devez sûrement connaître la Kora. Mais celle-ci, on l'appelle Equanting. Elle est différente de la Kora. Ça fait très longtemps qu'elle est utilisée. On voit même un peu dans le monde, dans d'autres ethnies, un autre objet un peu de semblable qu'on appelle le khalam. C'est des objets très anciens qui étaient utilisés et qui sont utilisés jusqu'à présent. Alors nous on l'appelle Equanting. L'Equanting est composé d'une calebasse, une peau légère d'un animal, un bâton, 3 lignes de pêche seulement. Et ça c'est pour changer le son. Là. Et si je fais bouger, le son est différent. Voilà. Voilà. On passe à l'étape suivante s'il n'y a pas de questions. 4 jours et chaque jour il y aura une séance de lutte. Ça peut être dans l'après-midi ou le matin. Alors c'est des moments très intenses. Il y a certes la lutte au milieu, mais il y a d'autres objets qui sont visés parce qu'à partir de là, il y a des amitiés qui se tissent. Il y a même des amours qui peuvent se tisser jusqu'au mariage. Parce que quand nous allons, chacun a son, c'est comme un genre de jumelage, chacun a son ami. Et donc parfois, chacun aussi a sa copine. Après la séance de lutte, le soir, ce n'est plus la lutte, dans la nuit, et les jeunes s'accompagnent pour aller à la discothèque. Et là, c'est autre chose. Pendant 3 jours, ça se fait. Alors si mon village va cette année à Cabrousse, l'année prochaine, c'est le village de Cabrousse qui viendra chez moi. Voilà. C'est des moments très intenses pour les jeunes. Voilà. Il n'y a rien à gagner ou quelque chose comme ça? Pendant la lutte ou quoi? Oui. Ouais, pendant la lutte, il n'y a pas de trophée. Il n'y a pas de trophée. Seulement que chaque village, pendant les séances de lutte compte ses victoires et à la fin, voir qui de ces 2 villages a gagné. Et les victoires sont plus importantes à ce niveau, au jaune et au rouge. Parce que c'est là où on trouve les champions. Alors si les rouges ou les jaunes ou les rouges d'un village ont plus de victoires que celui de l'autre village, ça veut dire que ce village a gagné. Alors il peut gagner aujourd'hui et demain l'autre village gagne. Mais il arrive que l'autre village gagne tout le temps parce qu'il a plus de techniciens et plus de gens qui sont plus forts. Voilà. Et comment ça se passe, le choix des lutteurs? Vous avez défini, vous avez dit que c'est 5 ans l'âge. Alors c'est une étude approximative que nous avons faite. Alors c'est ce que nous avons vu dans chaque village. Ceux qui ont de 5 à 10, c'est eux qui portent le pagne bleu. Alors c'est les débutants. Alors 17, quand ils ont 17 ans, ils quittent le bleu pour aller au jaune. Alors quand je dis lutte comme encore génération. Par catégorie de génération. Alors une génération peut avoir 20 jeunes. Et bien sûr dans cette génération, il y a des plus forts qui vont lutter avec les plus forts et les moins forts vont lutter avec les moins forts. Alors moi quand je vais pour aller chercher mon adversaire, la première des choses c'est d'abord regarder ceux qui ont la même couleur que moi. Et regardez peut-être quelqu'un qui a la même gabarit que moi. Et donc, il arrive que des plus petits affrontent des plus gros parce qu'ils sont techniques. Ils ont beaucoup de techniques et ils arrivent quand même aussi parfois à les déraciner et les terrasser. Parce qu'il faut le dire, il y a des jeunes très techniques. Donc, il n'y a pas de nombre limité pour les lutteurs. Tous ceux qui veulent lutter? Oui, c'est tout le monde. Okay. Et d'ailleurs, c'est une fierté, c'est une tradition. Vous savez, le Diola n'aime pas être traité de paresseux, n'aime pas aussi être traité de poltron. Alors quand tu ne luttes pas, on te traite de poltron, là tu vas lutter, tu vas faire comme tout le monde. Voilà. Il s'habille comme tu l'as fait? Bon, c'est un peu différemment. Okay. Un peu différemment. Voilà, il y a l'ungem, voilà. Il y a la ceinture, voilà, tout ça. Je vais vous montrer tout à l'heure à la fin un peu. D'accord, voilà. Merci. Il le faut, puisque c'est maintenant que vous pouvez cette étape parce que nous sommes ici dans un milieu traditionnel animiste. Alors, on ne peut pas parler de l'animisme sans parler de fétiche. Et c'est très important d'en parler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne savent pas les fétiches, qui ont des échos un peu de ce que c'est le fétichisme,
ils ont parfois une mauvaise idée, dire que le fétichisme c'est des pratiques sataniques, mais non, parce que c'est des pratiques auxquelles nos ancêtres pratiquaient. Alors, le fétiche, c'est quoi? Si nous sommes là, on fréquente un peu les féticheurs, on sait que c'est des gens, des animistes, c'est des gens qui croient bien en Dieu. Et dire que l'animiste ne croit pas en Dieu, non, il croit bien en Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que le fétiche? C'est un lieu comme ça. Et c'est ces esprits-là qui font le travail de fétiche. Et bien sûr, c'est des esprits que nous pouvons voir. Et dans chaque village féticheur comme le mien, il y a beaucoup de fétiches. Parce que pour chaque chose, il y a un fétiche pour ça. Alors, je vais énumérer quelques-uns. Il y a des fétiches où on va pour prier. Si on a ce qu'on a demandé, il faut savoir revenir pour remercier les esprits. Et cela se fait avec des sacrifices d'animaux. C'est pour cela que vous voyez, c'est la présence de ces eaux. Il y a aussi des fétiches où on va pour se protéger. Des fétiches où on va pour se faire juger quand il y a un problème. C'est pour dire que la société traditionnelle aussi avec son tribunal. Alors, et c'est un tribunal où il n'y a pas de corruption. On ne sait pas qui est riche ou qui est pauvre. Le fétiche, les esprits ne s'attaquent qu'aux coupables. Et c'est comment? C'est pendant la nuit, ce coupable fera de mauvais rêves, tout le temps tomber malade, et c'est des maladies qui n'arrivera jamais à guérir à l'hôpital, cette personne. Et comment se faire soigner? C'est seulement si cette personne coupable vient se confesser. Il faut qu'elle se confesse pour être sauvée. Alors, il y a aussi un des grands fétiches qu'on appelle le bois sacré. Et le bois sacré, c'est ce qu'on appelle chez nous ici, Erounia. C'est là où on amène les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants une fois être mariées. C'est ce qu'on appelle Kanyalen, Yaradal, en quelque sorte en Wolof. Donc, ça existe un peu dans d'autres ethnies. Alors, cela se fait dans le bois sacré des femmes. Et dans ce bois sacré des femmes aussi, il y a d'autres problèmes aussi qui se règlent, les problèmes de femmes. Et aussi dans ce bois de femmes, on dit que c'est là où les accouchements se faisaient quand il n'y avait pas des maternités modernes. C'est pour cela que les hommes ne mettent pas les pieds dans le bois sacré des femmes. Et parce que les hommes aussi ont leur bois sacré qui est pour l'initiation et la circoncision. Un homme animiste non initié n'est pas considéré comme un homme complet. Alors, je ne dirais pas animiste seulement, mais c'est presque tout le monde dans le milieu Diola qui se font circoncis et aussi qui vont dans le bois sacré pour être initiés. Parce que l'initiation est très importante pour ces jeunes, pour qu'ils comprennent beaucoup de choses dans leur société. Voilà. Alors, comment communiquer avec tous ces fétiches? Il faut du vin de palme, c'est ce qui se fait ici. Le féticheur, il est là avec sa coquille. Le patient qui vient prier, il amène du vin de palme. Et le féticheur prendra une part de son vin, il met dans cette coquille. Et cette part sera pour les esprits. Et puis après, il va écouter la personne. C'est aussi comme le jugement, il va écouter les deux parties. Et puis après, il versera pour dire maintenant que le jugement soit fait ou bien je prie aux esprits pour que la personne puisse trouver ce qu'elle a demandé. Voilà. Alors, c'est ainsi qu'après cela, vous venez pour payer. Et voilà ce qu'on trouve au fond d'un fétiche, une pierre volcanique. Ça peut être une corne d'un animal, une pierre volcanique. Alors, c'est ces objets-là qu'il faut tremper le sang d'un animal sacrifié ou bien verser le vin de palme quand on veut se mettre en contact avec les esprits. Voilà, voilà le monde animiste. On paie avec quoi, vous avez dit? Un animal. On égorge? Ça peut être un poulet. On amène tout? Oui. On le laisse ici ou bien c'est égorgé? Non, c'est égorgé sur place par le féticheur. Voilà. Un poulet, un porc, une vache. Alors la taille de l'animal dépend de la prière que vous avez faite parce que quand vous demandez quelque chose de gros, il faut payer un gros animal. Supposons, parce qu'avoir des enfants dans le milieu rural, c'est très important. Une famille sans enfants est mal vue. D'ailleurs, c'est un couple qui ne sera pas stable. Quand même, il faut avoir, même si on n'a pas beaucoup d'enfants, il faut quand même un enfant pour assurer comme encore la descendance. Alors, il arrive que des familles n'aient pas d'enfants. Ils vont prier dans les fétiches pour avoir des enfants. Et l'enfant, c'est une richesse en milieu Diola. Et il y a des gens qui vont avec des bœufs pour payer, pour dire que nous avons, nos prières ont été exaucées. Voilà. Ok. Et cet endroit, est-ce qu'il y a des féticheurs qui viennent ici? Oui. Non, il y a des féticheurs dans chaque village. Puisqu'il y a des fétiches, il y a des féticheurs. Et il y a des gens qui viennent ici, beaucoup de gens qui viennent pour prier. Et je ne vais pas le cacher parce que nous sommes dans un milieu très touristique au Cap Skirring. Des gens qui sont à la recherche de travail, des jeunes qui sont à la recherche de correspondants ou bien d'amis ou bien de maris ou de femmes blanches
blancs, ils viennent souvent prier ici. Parfois, ils reviennent dire, oui, j'ai trouvé un partenaire qui pourra m'aider. Voilà. Palme, comme elle l'a dit, ça vient de sécher. D'ailleurs, d'habitude, il y a une ceinture que nous attachons au palmier. C'est pour montrer comment monter sur un palmier, parce que la récolte du vin de palme est une activité très importante. Il y a des gens qui ne vivent que de ça. Quand ils ont beaucoup de vin de palme, ils vendent et c'est de là qu'ils arrivent à gagner leur vie. Alors c'est le régime qui est cherché en haut. Le régime, c'est le fruit, bouillore ñulbi. Alors le fruit, il est bien collé au palmier. Alors c'est la tige, moi li relier palmier bi ak régime bi, mom la ñuy bënn pour que sève bi génn. Léegi sève bi buy génn ñu taf ci bi entonnoir bi, bu ñu tafee entonnoir léegi sève bi buy génn ci entonnoir bi lay jaar dem ba ci bouteille bi. Tout à l'heure après je vais faire un entonnoir bi ngeen gis. Alors ça c'est des bouteilles tey boo leen xoolee ci palmier. C'est des bouteilles en plastique que vous voyez. Dañ ko remplacer lu tax parce que bu njëkk ba suñu maam yi plastique amuloon bouteilles yi lañ daan jël boo gisee ñu changé ko léegi parce que am na benn picc bu ñu naan pivert. Voilà moom mooy ñëw voilà c'est le pivert en français. Alors bu koy bënn parce que dañuy bëgg tamit naan sëng bi boo leen xoolee bouteille bi am na fu ñu ko bënn. Voilà voilà. Okay. Alors, je disais que la récolte se faisait il y a longtemps. C'est l'activité de la récolte du vin de palme est une activité très importante chez nous parce que c'est de là que beaucoup de pères de famille gagnent leur vie. Et c'est le régime du palmier qui est cherché. Et le régime, c'est la tige de ce régime qui est cherché. C'est la tige qui relie ce régime au palmier. Alors, on va faire une incision sur la tige de ce régime, placer l'entonnoir et pouvoir canaliser la sève jusqu'à la bouteille. Alors, le matin, quand il cueille le vin de palme, il est sucré. Là, il n'y a pas encore d'alcool, on ne parle même pas de vin de palme. Mais le soir, avec la chaleur de la journée, il se fermente. Et d'ailleurs, quand on le cueille, il y a les bulles qui remontent. Donc, c'est la fermentation, le processus de la fermentation qui commence. Alors, ces bouteilles, on les appelle les coloquintes. C'est la famille des calebasses. Elles étaient utilisées il y a longtemps, mais remplacées aujourd'hui par le plastique à cause des pivets. Regardez les trous qu'ils font avec leur bec si puissant. Ils font des trous et boire le vin de palme. Voilà. C'est qu'il doit être bon alors. Pardon? Il doit être bon oui. Alors. Quoi? Surtout quand il est sucré. Et d'ailleurs, si même les oiseaux. c'est les oiseaux, les insectes, même les abeilles. Le matin, quand vous allez, ces récolteurs parfois sont noirs. C'est ça. Voilà. Ça, c'est 3 feuilles. Maintenant, la 4e. Il faut faire beaucoup de tours pour qu'il n'y ait pas de fuite. Parce que quand il y a fuite, on perd des centilitres. C'est pas bon pour le récolter. Je vais suivre. Tiens, moi, je vais chercher. 100% végétal. Il y a un oncle qui me dit, quand il y a des femmes en face de toi, quand tu fais une chose pour une d'elles, pour faire pour l'autre. Voilà, pour éviter la jalousie. Voilà. Ça. On laisse faire le tour. Ce qu'il y a de trop. La 4e feuille. Je crois qu'avant pour pouvoir le faire, ça vous prendra des années. C'est comme aussi les hommes ne savent pas tresser. C'est pas évident. Végétal. Voilà. C'est bien fait. Alors, quand on fait, C'est bien fait. il y a la tige, le régime qui est là, des Traditionnel. ustensiles de cuisine. On voit beaucoup de marmites en aluminium, alors que, comme vous l'avez dit,
on a tout laissé. Alors qu'il y a longtemps, nos grands-mères faisaient la cuisine dans des vases comme ça, en terre cuite. Et moi, j'ai mangé du riz préparé là-dedans quand ma grand-mère vivait encore. Et quand on mange, je vois la différence. En mangeant ce riz, on sent un peu un goût qui est vraiment différent. On sent le goût de la terre cuite. Et moi, personnellement, ça m'a donné l'envie de beaucoup manger. C'est très bon, c'est naturel. Il n'y a aucun effet chimique, alors qu'avec l'aluminium, aujourd'hui avec nos marmites, c'est autre chose. Voilà. Alors, avant de manger ce riz, bien sûr, de faire la cuisine, il faut piler. Quand il n'y avait pas le moulin, c'est avec le mortier et le pilon. C'est la spécialité des femmes. Et puis après, il va falloir nettoyer. Parce que quand on pile, c'est juste pour séparer la coque et la graine. C'est pour trouver la graine à l'intérieur. Alors quand on pile, tout se détache, mais le tout est mélangé dans le mortier. Donc il faut enlever et mettre ici. Et là, comme en Wolof, on dit baisse. Voilà. Alors la coque du riz, elle est légère et tombe pas sur une natte, pas par terre, parce que tout est récupéré après. Le riz, il va rester. Et ça, c'est des petits paniers qui peuvent servir de passoire pour laver le riz avant de faire la cuisine. Mais le riz, c'est de là que les femmes aussi arrivent à calculer la quantité de riz qu'il faut pour faire la cuisine pour la famille. Alors, elles versent de l'eau, elles secouent. Alors, l'eau qui s'échappe de là, elle est pleine d'amidon. Et cette eau sera mélangée après avec la coque du riz. Et là, c'est pour la nourriture du bétail et de la volaille et de la basse-cour à la maison. Tout est récupéré. Et ça, c'est le canari, le ndal. Alors, le canari, il y a peut-être quelque chose. Le canari, pour avoir de l'eau, garder un peu l'eau fraîche à l'intérieur, on le place sur un récipient, on met du sable, on creuse le milieu, on place, voilà. Et c'est du sable qu'il faut toujours mouiller. Alors, c'est cette fraîcheur qui garde l'eau fraîche à l'intérieur. Voilà. Et ça, c'est des tasses pour boire des tisanes. Tout était traditionnel, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de verre. Et là, c'est de l'argile, c'est toujours de la poterie. Et ça, c'est pour le vin de Pâle. Et là, c'est ce qu'on appelle chez nous hokobot. C'est le fruit du rognier. C'est comme ça que nous nous servons. Et en milieu diola, avant de boire, ou bien en milieu animiste, il faut verser un tout petit peu par terre pour les ancêtres. Voilà. Et puis, on boit. Et après, on remet. Et à tout de rôle, l'autre aussi va se servir. Voilà. Tous les jours, avant de manger. Après avoir mangé ou bien avant de manger, c'est quand l'occasion se présente. Et surtout pendant les fêtes, il y a Noël qui s'approche. Et donc le vin de Pâle. Nos enseignants là, ils faisaient ça. Voilà. Ils versaient un peu de bière.